Édition présentée et développée par Christelle Théophile, dont voici le sommaire. Des annonces étaient attendues. Après quasiment 2 mois d'arrêt, ça y est, l'horizon pourrait s'éclaircir pour les professionnels du tourisme et les restaurateurs. Un plan massif de plus de 18 milliards d'euros a été présenté ce matin par Édouard Philippe pour relancer le secteur après la crise du Covid-19. Réouverture possible des bars-restaurants le 2 juin. Exonération de charges, poursuite de l'activité partielle pour les entreprises qui le souhaitent. Nous ferons le point sur ces différentes mesures. Ce plan de sauvetage a-t-il convaincu les professionnels du secteur chez nous? Nous en parlerons avec Patrick Vialcollet, président de la Chambre de commerce des îles de Guadeloupe. Nous serons également avec Pascal Gott, un restaurateur de la marina de Pointe-à-Pitre qui nous livrera son ressenti. Peut-être une avancée dans le dossier de l'eau. Après la conférence territoriale de l'action publique d'hier, les élus se sont engagés à mettre un terme au tour d'eau d'ici le mois de juillet et relancer les chantiers prioritaires. Un plan d'action en 2 phases de plusieurs millions d'euros a été acté par les élus. De nombreuses urgences concernent les chantiers de la Carle, communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Nous en parlerons aussi avec Christian Baptiste, le maire de Sainte-Anne. Et puis, déconfinement oblige, les établissements de santé reprennent progressivement les consultations d'urgence et les opérations hors coronavirus. Un retour à la normale très attendu pour de nombreux patients. Exemple aux Eaux Claires où le plan blanc est maintenu. Et puis en sport, Covid-19 oblige, il n'y aura pas non plus de Tour cycliste de Guyane cette année. La 31e édition prévue au mois d'août est reportée à 2021. Toute l'actualité de ce jeudi 14 mai 2020. Christelle, bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en télé, radio et Internet. Peut-être le bout du tunnel pour les restaurateurs et professionnels du tourisme. Le gouvernement a dévoilé ce matin son plan de sauvetage pour le secteur frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Édouard Philippe a annoncé une batterie de décisions pour relancer le secteur à l'approche des grandes vacances. Nathalie Sarfati. Cette réunion interministérielle était très attendue, non seulement par les professionnels du tourisme, mais aussi par les Français, impatients de savoir s'ils vont pouvoir partir en vacances. Sous réserve de l'évolution de l'épidémie et de possibles restrictions très localisées en fonction de son évolution. Nous privilégions une hypothèse raisonnable. Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août. Et quand je dis en France, c'est évidemment en métropole, dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. Avant cet engagement, Édouard Philippe a détaillé les mesures du plan de sauvetage des professionnels du tourisme. Au total, ce sont 18 milliards d'euros qui vont être engagés pour sauver le secteur. L'État devrait injecter 1,3 milliard de fonds propres. Le fonds de solidarité restera ouvert à certains secteurs et sera élargi jusqu'à fin 2020. L'aide versée pourra aller jusqu'à 10 000 euros. Quant au chômage partiel, il sera intégralement pris en charge jusqu'en septembre 2020. Le Premier ministre a également donné une perspective aux restaurateurs. Les cafés et restaurants pourraient rouvrir dès le 2 juin dans les départements classés verts si la situation ne se dégrade pas. La confirmation est attendue le 25 mai après avis du Conseil scientifique. Alors ces mesures, comment ont-elles été reçues chez nous? On le sait, les acteurs de la filière sont très inquiets, tant le poids du tourisme dans l'économie est majeur. L'arrêt de l'activité représenterait un manque à gagner de plusieurs millions d'euros par jour. Bonjour Patrick Vialcollet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de la Chambre de commerce des îles de Guadeloupe. Avez-vous été convaincu par les annonces d'Édouard Philippe ce matin? Alors convaincu, c'est un grand mot. Je vais simplement vous dire qu'il y a des choses qui sont extrêmement importantes pour l'économie guadeloupéenne et puis bien sûr un certain nombre de déceptions. Alors au rang des premières choses qui sont importantes, le fonds de solidarité pour les entreprises jusqu'à la fin de l'année 2020 qui peut atteindre 10 000 euros pour les très petites entreprises, mais jusqu'à 2 millions de chiffres d'affaires et 20 salariés, est une excellente chose qui va permettre à certaines entreprises de doubler les 5 000 euros qu'ils avaient pu avoir. En revanche, je suis extrêmement inquiet sur la date de limite de l'activité partielle au mois de septembre 2020, car je ne pense pas que les activités touristiques auront repris et permettront de prendre tous nos salariés.
Donc pour celles qui ne pourront plus, malheureusement, il n'aura plus que l'adaptation des effectifs à l'activité. C'est très dangereux pour nos économies. Quelles pourraient être les incidences ? Les incidences, c'est tout de suite, on pense, quand vous dites adaptation, ça veut dire licenciement, appelons un chat un chat. Si nous n'avons pas de travail, si nous n'avons pas d'activité partielle, il nous reste aussi le licenciement. Je pense que le gouvernement a bien conscience de cela, et pour l'outre-mer, une disposition spécifique repoussant au 31 décembre est indispensable. Autre bonne nouvelle, le secteur sera également exonéré des cotisations sociales patronales dues entre mars et juin. Une exonération qui sera d'ailleurs prolongée tant que la fermeture de l'entreprise sera effective. Oui, c'est un crédit. En réalité, on a une cotisation sociale patronale qui est exonérée. Et puis on a dans le même temps un crédit à hauteur de 20% de ce qui a été payé au préalable et pendant la durée de la crise, qui va être déduit des futures cotisations sociales. Tout ça, c'est bien. C'est comme les PGE, tous les prêts garantis par l'État, les aides. C'est bien. Mais nous, on a deux problèmes. Quand est-ce qu'on reprend ? Quand est-ce qu'on peut reprendre nos activités ? Et qu'est-ce que l'État compensera dans nos pertes d'activité ? C'est nos deux préoccupations majeures. Travailler et être compensé des pertes. Alors justement, quand on a toutes ces mesures, toutes ces aides, comment relancer le secteur après 2 mois d'arrêt ? Quelle stratégie pour toutes ces entreprises ? Avez-vous une idée ? Alors la première des choses, et ça ne peut pas vous avoir échappé, le tourisme, c'est-à-dire les touristes ne peuvent pas venir en Outre-mer au moment où je vous parle, car seuls les déplacements impérieux sont autorisés. Il y a 2 vols par semaine faits par Air France en transatlantique. Et ces vols, il n'y a aucun touriste possible. C'est pas qu'ils veulent pas venir, ils n'ont pas le droit de prendre l'avion. Il en est de même pour le marché régional, où nous sommes en train de nous battre pour faire en sorte que les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Saint-Martinois, les Guyanais puissent venir en tant que touristes dans ce bassin. Et ils n'ont toujours pas le droit, car en réalité, vous avez vu, le Conseil constitutionnel a rejeté la quatorzaine obligatoire, elle devient volontaire, mais pour autant, les touristes ne sont pas acceptés, car il faut être impérativement besoin de voyager qui ne correspond pas aux touristes. Le Premier ministre a également annoncé que les Français pourraient partir en vacances. C'est une bonne nouvelle, un point positif pour relancer le secteur. Tout à fait, mais si les conditions de vol continuent à être de dire que sur un avion de 450 places, il ne peut avoir que 130 sièges de vendus, si les avions ne sont pas en normes et doivent être en autorisation de vol, comme c'est le cas aujourd'hui, ça ne nous servira pas à grand-chose. Je rappelle tout simplement que les Français essaient de voyager en France, prendant leur voiture, le train pour aller faire du tourisme, et que nous, malheureusement, en train ou en voiture, vous n'avez aucune chance de vous rendre dans les Outre-mer. On oublie peut-être ça. Merci beaucoup Patrick Vial-Collet d'avoir réagi à ces différentes mesures proposées par le Premier ministre pour relancer le secteur du tourisme. Merci. Merci. Un entretien enregistré peu avant ce journal. C'est donc un léger vent d'optimisme qui souffle à nouveau pour les restaurateurs. Ils devraient pouvoir ouvrir dans les zones vertes à partir du 2 juin dans le respect des mesures sanitaires au même titre que les bars. La décision finale doit être prise dans la semaine du 25 mai. De quoi redonner du baume au cœur aux professionnels de Lille. Parmi eux, Pascal Gott, restaurateur de la Marina. Bonjour Pascal Gott. Bonjour Madame Théophile. Merci d'être avec nous en direct. Certains diront mieux vaut tard que jamais. Voyez-vous le bout du tunnel ? Vous savez, c'est comme le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Oui, on a fermé pendant 2 mois. On a une éventuelle date de réouverture. Donc oui, c'est bien. Il y a de bonnes perspectives qui s'annoncent. Après, compte tenu de la situation, on va mettre les mesures sanitaires adéquates. Et on verra si le client est là. Que pensez-vous de cette ouverture possible le 2 juin dans le respect des règles sanitaires ? Est-ce qu'elle vous semble en cohérence avec ce déconfinement ? En cohérence, je ne pourrais vous dire, puisque on découvre un virus, donc on gère, c'est une gestion au quotidien.
Ça nous laisse quand même 2 semaines pour voir avec nos équipes, pour voir avec la société de nettoyage, pour se mettre en conformité. 2 semaines, oui, c'est 2 semaines, c'est gérable. Et après, on va aussi lancer la communication, attendre que ça soit confirmé, que ça soit le 2 juin, puisqu'il y a toujours une épée de Damoclès. Mais si c'est le 2 juin, oui, c'est très bien. Le 2 juin, on fait le mois de juin et juillet, août, tout repart comme avant. Mais ça sera jamais comme avant. Bien évidemment, ça sera jamais comme avant. C'est fini, la vie d'avant, elle est finie. On vient de l'entendre, le gouvernement a annoncé l'exonération des cotisations sociales patronales dues entre mars et juin, exonération qui sera prolongée tant que l'entreprise sera fermée. Il a aussi annoncé que le plafond des tickets restaurants sera doublé. Et on a aussi parlé du crédit d'impôt. Est-ce suffisant pour impulser l'activité? Suffisant, non. Non, je vous le dis franchement, quand vous faites 2 mois sans activité, 2 mois sans chiffre d'affaires, mais les charges continuent. On n'a pas encore vu avec notre bailleur de quoi il en retourne. Les fournisseurs, pour l'instant, ça va, mais on sait déjà qu'à partir du moment où il y aura une date de réouverture, donc tout le monde, tous les commerciaux vont nous rappeler pour voir qu'est-ce qui se passe. Après, toute mesure est bonne à prendre. Hein. Vous savez, 2 mois de charges sociales exonérées, c'est bon. Les tickets restaurants, oui, c'est bien. Parce que le ticket restaurant permet, quand la carte bleue ne passe pas, de payer ou permet de payer une partie de l'addition. Non, on prend. Nous, sincèrement, hein, je vous parle franchement, en tant que restaurateur, nous avons été les premiers à être fermés et nous sommes les derniers à ouvrir. Donc, que voulez-vous qu'on fasse? On attend. Alors, Pascal Gott, vous disiez être prêt physiquement à accueillir vos clients. En tout cas, votre structure est prête à recevoir à nouveau les clients. Le Covid-19 a laissé des traces. Est-ce que le moral est là? Est-ce que moralement, vous êtes prêt également? Oui, moralement, ça va. Toute l'équipe du Seven est prête. On les a au téléphone avec mon associé régulièrement. Ça va, ils sont prêts, ils sont motivés, ils ont envie de travailler. Et l'avantage que nous avons, contrairement aux restaurants qui sont dans le mall central de la Marina, nous sommes situés à l'écart, à l'entrée de la Marina. Donc, on a un parking qui permet aux clients vraiment d'avoir un parcours, je vous dirais quasiment un parcours solitaire. Il descend de son véhicule, il rentre au Seven, il rencontrera personne. En plus, on va mettre en place un nettoyage des tables, nettoyage de tous les points de contact. On va mettre les gels hydroalcooliques, le personnel sera équipé de masques, de gants, en cuisine aussi. Donc on fera le maximum. Savoir que le 14, quand nous avons fermé, sans vouloir vous couper, on avait déjà pris le parti de séparer les tables. Comme on a un espace assez vaste, qui n'est pas rempli, puisque dès le départ, le concept c'était ça, que ça ne soit pas une cantine. Merci. Donc le mètre de distanciation sera respecté. Merci beaucoup Pascal Gott d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes un restaurateur de la Marina. Et on le sait, les restaurateurs ne sont pas les seules victimes collatérales de la crise sanitaire. C'est tout un tissu économique qui va se déliter. Les élus en sont conscients et multiplient les actions pour tenter de parer au pire. Sur la Basse-Terre, à Saint-Claude, la commune se met en ordre de bataille pour secourir les plus fragiles et les plus faibles. Armelle Jacobi, maire adjointe aux affaires sociales, est avec Ronan Poney. Alors nous avons distribué 250 mardi dernier et nous avons 200 à distribuer jeudi. Le conseil départemental, ce sont les 60 repas qu'il donne aux personnes âgées, personnes en situation de handicap. Un repas midi, un repas soir, tous les jours du lundi au dimanche. Nous avons la police, nous avons un groupement de fumiers en mouvement qu'on appelle, qui sont sur le terrain dans chaque quartier et qui nous feront remonter. Et aussi, nous avons la liste du conseil départemental. Nous avons demandé pour qu'on puisse savoir aussi les personnes qui nécessitent une auxiliaire de vie. Donc, c'est dans ce cas-là que nous avons géré toutes les personnes en situation de handicap, ainsi bien que les personnes âgées. Les familles jeunes, ce sont les personnes en situation de handicap et les familles aussi qui perçoivent le RSA. Et nous avons aussi des personnes qui sont en rupture de ressources. Il y aura peut-être aussi d'autres personnes qui n'avaient pas l'habitude de venir au CCS et peut-être ce sera des impayés de loyers, tout ça. Donc je pense quand même on aura autre demande que ce que nous avons eu. On avait l'habitude d'avoir au CCS de Saint-Claude.
Autre dossier sensible et pas des moindres, celui de l'eau. Les jours passent et se ressemblent pour les associations de défense des usagers. Elles appellent à amplifier la mobilisation pour mettre fin aux coupures d'eau et demandent la mise en place d'un réseau neuf de distribution. Certaines communes sont régulièrement privées d'eau, une situation inacceptable selon le collectif des associations qui dénonce également des factures astronomiques pour un service pas toujours rendu. Ismar Auguenin, le porte-parole du collectif des associations des usagers de l'eau, avec Eric Bagassien. Il est arrivé pour une table ronde faite, une table ronde qui a réuni les décideurs bien sûr, mais aussi les usagers de l'eau, mais aussi les travailleurs de l'eau. Pour nous réunir ces gens-là, mettez nous vont trouver une solution. Et nous que trouver. Nous avons dit solennellement, faut nous aller chercher l'argent là, côté ces gens-là, ils gaspillent l'argent là. Et en particulier, nous connaissons ces gens-là été une gestion de l'eau là, à l'ensemble de l'eau à la Guadeloupe pendant des années, près de 70 ans, et ils ont parti l'argent là. Oui, c'est là pour nous aller chercher. Parce que sans financement important là, ça, nous pouvons mettre un réseau neuf. Et solution, nous, c'est mettre un réseau neuf. Donc, nous avons crier tout le monde en négociation sérieuse, véritable, si question à l'eau en Guadeloupe, pour nous sortir dedans. Il n'est pas question que nous laisser cette situation-là, ça, pour Timonan, mais surtout pour Timonan, nous, pour nous vivre indéfiniment dans une situation comme ça. Non, ça est inadmissible et nous ne pouvons pas prendre. Je vous le disais en titre, peut-être une avancée dans le dossier de l'eau. Après la conférence territoriale de l'action publique d'hier, les élus se sont engagés à mettre un terme au tour d'eau d'ici le mois de juillet et relancer les chantiers prioritaires. Un plan d'action en 2 phases de plusieurs millions d'euros a été acté par les élus. De nombreuses urgences concernent des chantiers de la Carle. Christian Baptiste est avec nous par téléphone. Bonjour. Oui, bonjour aux auditeurs. Bonjour, vous êtes maire de Sainte-Anne. Comme de nombreux chefs d'édilité, vous êtes très concerné par ces mesures. Peut-on parler de nouveau départ après cette CTAP ? Je pense que oui, je suis aussi premier vice-président de la Riviera du Levant et donc je veux parler très concrètement. Eh bien, la communauté d'agglomération tient son engagement justement de passer commande sans délai d'équipements qui vont justement contribuer à court et moyen terme à améliorer cette situation intenable, insoutenable, notamment sur Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade, pour pouvoir soutenir le SIAD. Et donc, le président de la Carle, Jean-Pierre Dupont, a signé ce matin les bonnes commandes correspondantes. Alors, ça correspond à 2 dispositifs anti-béliers, et tout à l'heure, comme disait votre intervenant précédent, qui normalement aurait dû être réglé par celui qui avait le fermage de l'eau, je veux parler de la Générale des eaux pour ne pas nommer, eh bien 2 béliers, 2 dispositifs anti-béliers pour les pompes de l'Espérance à Mornalo et de Terrasson aux Abîmes. Et cela va aider à mieux justement puiser l'eau vers le territoire de la Grande Terre et donc la Carle, parce qu'en fait ce sont 2 usines qui dépendent du SIAD et qui permettent de pomper l'eau vers la Carle. Donc c'est pour un coût de 300 000 euros. C'est aussi le résultat du défaut, justement, comme je le disais, d'entretien de l'ancien prestataire, comme je viens de le dire. Et donc, en plus de cela, la Carle aussi, je suis très concret en disant cela, c'est 10 pompes réservoirs régulateurs de niveau pour un montant à peu près de 70 000 euros qui seront également déployés sur le territoire de la Carle. Donc tout ce matériel et toutes ces prestations de services seront mises à disposition des techniciens du SIAD. Voilà du concret après cette CTAP que nous avons hier. Alors, dans un communiqué, vous appelez avec l'ensemble des élus de la Carle à la responsabilité de chacun. Dans ce dossier, le message est clair. Il faut que tout le monde paie ses dettes. Alors, premièrement, il faut que tout le monde paie ses dettes. Et cela, tout le monde s'est engagé à cela. Deuxièmement, si notamment les fournisseurs publics, les institutions publiques qui ont des dettes vis-à-vis du SIAD, et que si tant est que ces dettes ne sont pas réglées, eh bien que le préfet prenne aussi, deuxième responsabilité, de faire des mandatements d'office. Et bien évidemment, troisième responsabilité, nous rappelons que la Carle, nous sommes pour un syndicat unique de l'eau, une structure unique de l'eau. Département, région, la Carle et le Nord Grande-Terre ont déjà délibéré. J'en appelle solennellement au président des communautés d'agglomération de Cap Excellence du Nord Basse-Terre et du Sud Grande-Terre, de prendre cette délibération si il faut qu'on puisse encore se revoir pour finaliser les choses, pour peaufiner.
Mais j'en appelle à ces 3 responsabilités: payer les dettes. Si les dettes ne sont pas payées par les institutions publiques, que le préfet prenne ses responsabilités, mandatement d'office, et troisièmement, que les autres EPCI puissent, bien évidemment, prendre cette délibération pour qu'au 30 juin, que nous puissions avoir cette structure unique. Voilà cet appel à la responsabilité que la CARL et les maires de la CARL font. Merci beaucoup, Christian Baptiste, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. 13h20 avec le déconfinement, les établissements de santé reprennent progressivement les consultations d'urgence et les opérations hors coronavirus. Un retour à la normale très attendu par de nombreux patients. Exemple aux Eaux Claires où le plan blanc est maintenu. Ludivine Gueulet-Lac. Comme une grande partie du personnel de la clinique Les Eaux Claires à Bémao, Katie Dick, responsable des soins, a repris son poste hier dans le service d'orthopédie. Un service dédié durant plusieurs semaines à l'accueil des malades du coronavirus. On est vraiment ravis de pouvoir retrouver ces locaux, retrouver les collègues aussi parce qu'ils étaient un petit peu dispatchés dans d'autres services, de retrouver nos chirurgiens aussi, bien sûr. Depuis le 11 mai, jour du déconfinement, la clinique reprend ainsi progressivement ses activités. Pour ce faire, elle s'est organisée pour accueillir les patients dans des conditions sécurisées et adaptées à la situation sanitaire. Tous les services n'ont pas encore ouvert. Là, pour l'instant, ce sont des services d'hospitalisation de chirurgie. En l'occurrence, ici, le service de chirurgie d'orthopédie, le service aussi de chirurgie générale et puis le service de médecine. Et puis les autres unités telles que l'HDS ou encore l'hôpital de jour n'ont pas encore repris leur activité. C'est une mesure qui va revenir progressivement, on espère d'ici la semaine prochaine. Outre les mesures déjà en place depuis le début du confinement, les Eaux Claires procèdent également à un dépistage Covid systématique sur les patients devant subir une intervention chirurgicale. C'est sous cette tente que les tests sont réalisés depuis une semaine. Ce patient doit subir une opération dans quelques jours. Le personnel soignant doit donc s'assurer qu'il n'est pas atteint du coronavirus avant toute hospitalisation. Du coup, le bloc reste un endroit sain avec des personnes non atteintes par le Covid et donc du coup des soignants également protégés, les infirmiers, les chirurgiens, tous les intervenants du bloc opératoire. Des précautions qui rappellent que la pandémie n'est pas terminée. La reprise d'activité à la clinique Les Eaux Claires se fait ainsi dans le cadre du maintien du plan blanc instauré mi-mars dans tous les établissements de santé afin de libérer un maximum de lits de réanimation pour les malades du Covid-19. Et puis en sport, il n'y aura pas de tour cycliste de Guyane cette année. Comme la plupart des manifestations sportives, la 31e édition prévue au mois d'août est reportée à 2021. La crise sanitaire et les difficultés des entreprises ont poussé les organisateurs et le comité à revoir leur position. Après la Guadeloupe, la Guyane est le deuxième tour qui est annulé dans la région Antilles-Guyane. Le reportage d'Olivier Larichaudy de Guyane la Première. La difficulté, c'est que personne ne sait quand cette crise sanitaire va prendre fin. Impossible dans ces conditions de programmer une compétition de 9 jours mettant en scène une centaine de concurrents et glanant sur son parcours des milliers de spectateurs. Pour le moment, la reprise n'est prévue qu'au 1er août, ce qui laisse trop peu de temps aux coureurs pour se préparer. Un Tour de Guyane, ça demande d'avoir des kilomètres dans les jambes et donc un certain nombre d'épreuves préliminaires. Le financement est aussi problématique. Sur le Tour, le comité n'est qu'organisateur. Il se repose largement sur des fonds privés, 450 000 € de budget qu'il n'est pas sûr de réunir à cause du marasme économique. Et puis il y a aussi les impératifs sanitaires liés à la pandémie. Avec 10 mètres d'espace imposés entre chaque coureur, c'est toute la mécanique de course qui s'enraye. Enfin, la quatorzaine obligatoire ne ferait que décourager les équipes venues de l'extérieur. Notez enfin que cette crise laissera aussi des traces sur la saison régulière. Raccourcie sur 3 mois, elle sera sans doute amputée d'une bonne partie de ses courses. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info, 18h pour un nouveau point. Bel après-midi à vous. Soyez prudents.